Aujourd'hui, on retrouve Yves Gagnon, semencier, auteur de nombreux ouvrages spécialisés sur le jardinage écologique et copropriétaire des Jardins du Grand Portage. Il va nous présenter sa recette pour faire un excellent terreau de germination. Salut Léandre, merci d'être chez nous. On va travailler à produire une vidéo éducative sur les semis intérieurs. C'est à la mi-mars, donc c'est un peu la période où on commence à penser à produire des plants pour le jardin. On va produire cette vidéo-là en 3 étapes. Donc aujourd'hui, on va voir la question des terreaux, on va faire du terreau de germination. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur, on va parler de l'éclairage, de l'organisation de la pouponnière, où on installe ça dans la maison. Puis, on va faire des semis, on va faire une démonstration de semis d'artichaut, de céleri, de laitue. Puis, on va montrer les semis d'oignons qui ont déjà été partis. Alors, pour bien réussir les semis intérieurs, la base, évidemment, l'éclairage, on va en parler tantôt, c'est vraiment fondamental. Mais l'autre élément très important, c'est le terreau. C'est vraiment de travailler avec des terreaux de qualité. Ça prend 2 types de terreaux. Ça prend un terreau de germination dans lequel on va faire le semis. Donc, c'est un terreau qui est moins riche, qui est très léger, qui favorise la levée des plantules, la germination. Et on va faire du repiquage. Après 2 à 3 semaines dans le terreau de germination, on va procéder à un repiquage dans un terreau de croissance qui, lui, est plus riche et qui va permettre aux plants de se rendre à terme jusqu'au moment où on va les transplanter au jardin. Donc, moi, c'est ma manière de travailler. Premier semis en terreau de germination, repiquage en terreau de croissance avec la bonne densité de plants qui va permettre aux plants de se rendre à terme et transplantation en jardin. Il y en a qui font une deuxième transplantation en pot. Moi, je n'ai pas tendance à faire ça, donc je ne pars pas mes plants trop de bonheur pour arriver au moment de la transplantation au jardin avec des plants de petit calibre. J'ai toujours constaté que ça ne donnait rien d'avoir des gros plants qui étaient déjà en fleurs. J'aime mieux travailler avec des plants plus petits. Comme ça, au moment où on les transplante, bien, ils vont décoller tout de suite. Il n'y a pas de stagnation due au fait qu'il y a une adaptation ou qui ont été freinés dans leur croissance parce qu'il n'y avait plus d'éléments nutritifs dans les contenants, etc., etc. Donc, moi, ma philosophie, c'est de retarder un peu le moment du semis puis de produire des plants de moins gros calibre, mais qui sont en pleine croissance au moment où on les transplante. Pour les terreaux, j'utilise 3 ingrédients. J'ai banni l'utilisation de la mousse de tourbe de mes terreaux parce qu'actuellement, il y a une très forte pression sur les milieux humides, un peu partout sur la planète. Au Québec, entre autres. Évidemment, il y a l'urbanisation qui contribue à ça, l'industrialisation des milieux naturels aussi. On l'a vu avec le projet Nordvolt en Montérégie. Juste avec ce projet-là, il y a 130 000 m² de milieux humides qui vont être détruits. Et puis, si on regarde les statistiques récentes dans le sud du Québec, entre avril 2021 et mars 2022, on a eu 1,8 km² de milieux humides qui ont été détruits pour toutes sortes de raisons. Puis c'est un record de tous les temps. Donc la pression s'accentue sur les milieux humides. Et tu voulais pas contribuer aussi à ça? J'essaie de ne pas contribuer à ça. J'ai toujours eu une réticence à l'utilisation de la mousse de tourbe. Donc, les terreaux que je prépare n'en contiennent pas. Et puis, j'essaie de faire réfléchir les gens à cet aspect-là de l'horticulture qui travaille beaucoup avec la mousse de tourbe. Puis, récemment, on observe une tendance à la culture en contenant. Bien évidemment, quand on fait de la culture en contenant, on utilise des terreaux à base de mousse de tourbe. Donc, tout ça accroît la pression sur les milieux humides. Donc, si on pouvait changer un tout petit peu la nature des terreaux avec lesquels on travaille, bien, ça va être un plus pour l'environnement. Les milieux humides, hein, c'est très riche en biodiversité, puis en plus, c'est des puits de carbone importants. Donc, plusieurs raisons pour les protéger. Donc, les matériaux avec lesquels je travaille pour préparer mes 2 terreaux, germination et croissance, il y a tout d'abord la perlite. La perlite, c'est faite avec de la roche volcanique. Bon, c'est pas... j'ai pas la prétention de dire que mes terreaux sont parfaitement écologiques. On a ici une extraction qui se fait plutôt en surface parce que la roche volcanique, c'est pas en profondeur, on mine pas en profondeur. Donc, la roche volcanique est prélevée. Après ça, c'est fragmenté, c'est chauffé aussi, puis ça donne une matière qui est très légère, donc un peu comme la vermiculite qui est beaucoup utilisée aussi dans la préparation de terreau.
mais j'aime pas trop la vermiculite parce que c'est miné en profondeur. C'est du mica, en fait, qui est miné puis qui est transformé par la suite. Dans les deux cas, on a un chauffage à haute température pour créer cette espèce d'effet là, de matière très, très légère qui aide à créer un terreau qui va être souple et qui va favoriser une bonne levée. Mon deuxième matériau, c'est ceci. Si on ne le disait pas, les gens pourraient penser que c'est de la mousse de tourbe. Ça y ressemble beaucoup. C'est de la fibre de coco. Donc, évidemment, ce n'est pas un produit local. C'est un produit qui vient souvent d'Asie. Dans la plupart des cas, ça vient d'Asie. C'est une très belle matière et l'avantage que ça a d'utiliser de la fibre de coco, c'est que c'est un sous-produit d'une industrie existante. Donc, on ne va pas récolter du coco pour faire de la fibre de coco. On fait du coconut. Puis le résidu de cette industrie-là, bien, c'est la fibre de coco qui est produite ici. Alors, c'est une très, très belle matière. Vous voyez comme c'est léger, un peu comme la mousse de tourbe, et ça donne des très, très bons résultats dans la préparation des terreaux. Donc là, ces deux premières matières-là, perlite et fibre de coco, il n'y a pas d'éléments nutritifs là-dedans, c'est juste pour donner du volume au terreau qu'on va préparer. La matière première que j'utilise pour donner un tout petit peu d'éléments nutritifs, bien, dans mon cas, à moi, c'est du compost végétal fait principalement avec des feuilles, tout simplement que je ramasse à l'automne. Le principe est le suivant, donc je vais chercher les sacs de feuilles à Saint-Gabriel-de-Brandon, qui est la petite ville à côté. Je rapporte à peu près 200 sacs à mon aire de compostage qui est là-bas. Et là, quand vient le temps de préparer les andins de compost, bien, on vide les sacs, on les dispose sur une certaine longueur, ça dépend toujours du nombre de sacs dont on dispose. Donc, je fais des tas qui font à peu près 2 mètres de large. Dans mon cas, la longueur peut être peut-être de 10-15 mètres. Puis, la première couche, c'est à peu près 20 cm. Et puis là, je mets une petite couche de fumier de poulet là-dessus, puis j'arrose. L'important avec la feuille, c'est vraiment de l'arroser à fond, parce que de la feuille sèche, ça ne se décompose pas. Donc, le secret, c'est de l'humecter. Donc, j'installe mon gicleur, puis je le bloque en position pour qu'il soit toujours dans la même direction. Et je vais le laisser 3-4 heures sur mon premier 20 cm de feuilles, puis je vais même aller jouer avec ma fourche dans mes feuilles pour que l'eau se répartisse adéquatement. Après ça, je remets une deuxième couche de 20 cm, une petite couche de fumier, et je replace mon gicleur, puis je vais faire ça jusqu'à temps que j'aie à peu près 1,5 m de hauteur. Donc, j'ai un bel andin de 2 mètres de large, 1,5 m de hauteur, sur à peu près 15 mètres de long. Et je le laisse comme ça pour l'hiver. Déjà pendant l'hiver, même s'il fait froid, il y a déjà une fermentation qui commence. Le printemps suivant, je n'ai pas trop le temps d'aller jouer dedans, mais à partir du mois de juin, quand le jardin est établi, bien là, je vais le brasser une première fois. Donc, on fait un retournement. Si je me rends compte qu'il y a des zones encore sèches, je vais réinstaller mon gicleur pour m'assurer que l'humectation des feuilles est complète. Le fait de leur brasser aussi, ça favorise aussi une meilleure pénétration de l'eau parce qu'on a toujours des zones qui ont déjà commencé à composter. Donc là, on arrive à un taux d'humidité optimal à partir de ce premier retournement. Donc, on laisse travailler. Puis, en général, au début d'août, je fais un deuxième retournement. À chaque fois qu'on retourne, on redensifie le tas. Donc, quand ça composte, évidemment, ça réduit en hauteur. Donc, quand je le rebrasse, je reforme du volume. C'est-à-dire que je vais rendre le tas moins long, mais je veux toujours avoir 1,5 mètre de large sur au moins 1 mètre de hauteur pour que ça travaille, pour que ça stimule les micro-organismes. Là, je mets une toile dessus, une toile à compost pour empêcher les noctuels d'aller y pondre parce que les noctuels aiment beaucoup aller pondre leurs œufs dans des tas de compost en décomposition. Puis ça donne les vers gris l'année suivante au jardin. Donc, sur le 2/3 de mon tas, le printemps suivant, je vais utiliser ce 2/3-là dans le jardin. Et le dernier tiers, je vais le faire décomposer pendant une autre année pour arriver à un compost passablement mûr qui s'apparente à de l'humus. Donc, on parle ici d'un compost mûr, végétal, mûr de 2 ans. Donc, on n'a pas de problème avec un tel compost de salinité. Donc, souvent, ce qui peut arriver avec
avec les terreaux, surtout avec la germination, c'est que s'il y a trop d'éléments nutritifs, si le compost est encore en décomposition, ça peut affecter certains plantules qui sont plus sensibles à la salinité, comme les laitues, par exemple, les oignons, vont mal réagir à un terreau qui va être trop riche. Donc, c'est un gros avantage de travailler avec un compost végétal comme celui avec lequel je travaille. Alors, dans le terreau de germination, la recette est la suivante. Donc, j'ai bien expliqué, on n'avait pas besoin d'un terreau trop riche parce que ce qu'on veut, c'est favoriser une bonne levée. Hein? On veut que les semences germent, que les plantules déploient leurs cotylédons et on va rendre les plants jusqu'au stade des premières vraies feuilles. Donc, au début, on observe les cotylédons et dans une deuxième étape, ce sont les premières vraies feuilles qui se déploient. Et quand les 2 premières vraies feuilles sont déployées, on procède alors au repiquage. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments nutritifs pour rendre les plants au stade des 2 premières vraies feuilles. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de compost dans le terreau de germination. Dans ma recette, je mets 2 parties de compost végétal. Je mets 4 parties de perlite et 4 parties de fibres de coco. Donc, on pourrait dire 20 de compost, 40 de perlite et 40 de fibres de coco. Et pour le terreau de germination, ça donne des résultats très intéressants. Pour le terreau de croissance, on va le faire la prochaine fois que tu vas venir, Léandre, on va préparer du terreau de croissance. Bien là, dans le terreau de croissance, il y a 50 de compost, 25 de perlite et 25 de fibres de coco. Donc, on travaille toujours avec les mêmes ingrédients, mais les proportions varient. Alors, aujourd'hui, on prépare le terreau de germination. Alors, on mélange au volume. Donc, moi, je me sers d'une petite chaudière comme ça. Donc, on va mettre 4 chaudières. 4 chaudières de perlite pour commencer. On fait attention, il y a de la poussière là-dedans. On essaye de ne pas en respirer. J'utilise de la perlite plus fine. Il y en a de la plus grossière que ça. Mais en horticulture, on travaille avec la fine. Alors, vous avez sans doute remarqué que je travaille avec un 4 pieds cubes. Parce que si on achète des petits sacs de perlite, bien, ça coûte plus cher, évidemment. Donc, on a avantage à trouver des gros formats. Donc, ça, c'est un 4 pieds cubes, voyez-vous. C'est la marque Holiday. Fait que ça, c'est un 4 pieds cubes. Ça coûte autour de 30 $. Donc, avec un 4 pieds cubes, on peut faire du terreau, là. Ça dépend toujours de l'échelle de notre activité. Moi, dans mon cas, j'ai un jardin d'1 acre et demi, 2 acres. Je produis quand même pas mal de plants. Je vais utiliser à chaque année à peu près 3 ou 4 contenants comme ça, des sacs comme ça de 4 pieds cubes. On va donc faire la même chose avec la fibre de coco. On va mettre 4 contenants. 1, 2, 3. Comme je n'ai pas rempli mes chaudières à pleine capacité, je vais en rajouter une 5e. Alors voilà. Alors, la fibre de coco, des sacs comme ça, c'est une 40aine de litres à peu près. Alors, ça se trouve de plus en plus maintenant dans les jardineries. Et pour le compost, on va déjà donner un petit peu d'eau parce que ça, c'est des matières qui sont très sèches. Je vais déjà donner un petit coup d'eau. Commencer à humecter la matière. On ne veut pas que ça soit trop humide, mais il faut humecter pour qu'il y ait une bonne cohésion entre les particules. Donc, on va mettre à peu près la moitié de l'arrosoir tout de suite. Un arrosoir de combien de litres que tu as? Ça, c'est un 4 litres. 4 ou 5 litres. Peut-être que ça ne sera pas tout à fait assez, là. On va brasser ça un petit peu. C'est très sec, hein, la fibre de coco puis la perlite. Fait qu'on va laisser cette matière-là s'imprégner d'eau un tout petit peu. Puis là, on va travailler à sasser le compost. Alors, j'utilise un treillis ici qu'on va mettre sur la brouette comme ça. Et là, je vais essayer de mesurer mes 2 chaudières de compost. D'habitude, je fais ça à l'œil, hein?
Mais là, vu qu'on fait une vidéo éducative, ben, on essaie de donner des quantités un Ouais, peu. c'est ça, je mesure, mais ça fait tellement longtemps que j'en fais que je suis capable de le faire à l'œil. Fait que dans le compost, il y a toujours encore des petites branches. C'est pas vraiment grave. Il y a des motons aussi de compost, j'essaie de les défaire comme ça. Je peux frotter le compost comme ça sur le grillage. Là, je l'envoie ici à côté dans ma petite plate-bande qui est là. Et on va remettre une deuxième chaudière que voici. Un petit peu pour le lock. Voilà. La touche du cuisinier. Oui, exactement. Voilà. Fait qu'on voit que c'est quand même... Tu sais, on voit même plus de feuilles, là. Tu sais, c'est vraiment complètement composté. Alors, compost de feuilles de 2 ans, très, très belle qualité. On est au stade d'humus, là. C'est juste qu'il y a des petites branches de bois, là, qui n'ont pas subi le processus de décomposition. Des fois, c'est des branches qui arrivent comme ça par le vent, qui tombent des arbres. Fait que des fois, il y a des petites roches aussi. Fait que ça, c'est pas mal beau. On va envoyer ça là. J'ai des petits motons ici, là, je peux jouer avec un petit peu, là, mais c'est pas vraiment grave. Des fois, j'ai des petites branches aussi, mais c'est pas grave non plus. Donc, je vais reprendre ma pelle. On va brasser ça un petit peu. On va rajouter le restant de l'eau de l'arrosoir. Peut-être qu'il va en manquer un petit peu. On va être quand même pas si pire. Peut-être qu'un litre d'eau de plus, là, ça serait parfait. Mais on va les arroser. On va l'arroser à l'intérieur, le terreau, quand ça va être dans les caissettes. Fait que c'est important de bien mélanger. Fait que là, pour le semis qu'on va faire tantôt, bien, juste montrer, Léandre, la qualité. Là. Regarde ça comme c'est beau, c'est léger. On voit que c'est riche, hein, la couleur du compost, la fibre de coco. C'est vraiment super comme terreau. Ça donne d'excellents résultats. Ça fait 4-5 ans que je travaille avec cette recette-là. Je dirais que c'est pratiquement à toute épreuve. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on arrive à la fin de la culture de nos plants de tomates, quelques espèces qui sont plus gourmandes, bien, on est obligé de faire des apports d'hydrolysa de poissons et d'algues liquides sur la fin, là, parce qu'il manque un peu d'éléments nutritifs dans le terreau. Bien, ça, c'est normal, ça fait partie de la game, comme on dit. Fait que là, je vais tout de suite remplir les caissettes dont on va avoir besoin pour faire nos semis tantôt. Alors, moi, j'utilise des caissettes en polystyrène. C'est pas que j'aime le polystyrène. Au contraire, j'aime pas tellement ça. Mais, étonnamment, c'est une matière intéressante pour des caissettes. Alors, premièrement, je n'utilise pas des caissettes compartimentées. Donc, je n'utilise pas des multicellules. Je considère que les végétaux sont grégaires, donc ils aiment ça être ensemble. Si on travaille avec des multicellules, bien, chaque plant est isolé de l'autre. Tandis que si j'ai 8 plants de tomates dans cette caissette-là, bien, les plants se touchent par les racines. Et par observation, je peux vous dire que les végétaux aiment ça être ensemble. OK? Donc, le polystyrène, j'en achète pas. C'est des caissettes récupérées. Donc, les gens nous en apportent toujours. Nous autres, on vend un peu de plants au printemps. Donc, on demande aux gens de nous apporter leur contenant. Ça fait qu'on reçoit tout le temps des caissettes comme ça en polystyrène. J'aime la hauteur. Ils se vendent des caissettes comme ça, mais ils sont trop basses. Des caissettes noires sont à peu près hautes comme ça. Je trouve qu'il manque de terreau pour faire des tomates. Ça fonctionne bien pour les choux, les laitues, les céleris. Mais les tomates, ils ont besoin de plus de terreau. Donc, je trouve que les caissettes qui sont vendues sur le marché ne sont pas tout à fait adaptées à la culture des tomates. Ce qui est intéressant aussi avec le polystyrène, c'est que c'est rigide. C'est très léger, mais c'est rigide en même temps. Donc, quand on les manipule, le terreau ne va pas craquer. Alors que si on utilise des caissettes en fibre,
ils sont moins rigides. Donc, quand on les prend, Ouais, ça ouais. bouge sur les côtés, puis ça va craquer, ça va fendre. J'aime pas ça. Ça fait que malgré mon dédain du polystyrène, j'utilise ces caissettes-là pour faire mes semis. Donc, on va remplir celle-là. Et celle-ci, plus grosse, qui va servir au semis d'artichaut. Donc, on en met plus, évidemment. Hop, on va placer ça là, comme ça. Et voilà. Donc, on a ici une caissette pour le semis d'artichaut. Ça va être une caissette qui va servir au céleri rave, au coléus aussi. Quelle Et- profondeur environ, celle-là? Tu veux dire la caissette? Ouais, de terreau que tu as environ. Je dirais qu'il y a 2,5 pouces, peut-être un 7 à 8 cm de terreau. OK. Puis ça va être pour nos laitues. Ça fait que, Léon, on va rentrer à l'intérieur, puis on va aller regarder comment j'ai organisé ma pouponnière, puis on va aller faire un petit peu de semis intérieur. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.